téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 sur la télévision Tambara de ce vendredi 9 janvier 2026 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous ouvrons cette édition d'information avec ce communiqué du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi relatif au recrutement des enseignants contractuels. Je vous invite à suivre sur la télévision Tambara. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi informe l'opinion publique de la prise d'un arrêté portant ouverture d'un recrutement sans concours de 11 015 enseignants contractuels au titre de l'année 2026. Ce recrutement est effectué au profit du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, du ministère de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Refondation, de la Culture et de la promotion des valeurs sociales. Cette importante mesure traduit la volonté des autorités de renforcer durablement le système éducatif national, de combler le déficit personnel enseignant et d'améliorer les conditions d'apprentissage sur toute l'étendue du territoire national. Imprudence, la mauvaise conduite, le manque d'infrastructures modernes pour réglementer la circulation, l'augmentation considérable du nombre de véhicules sont à l'origine de la multiplication du nombre d'accidents au Niger. L'équipe rédactionnelle de la télévision Tambara s'est intéressée à ce sujet. Suivez plutôt. La circulation routière à Niamey est un défi majeur pour les autorités locales. Selon les données de l'Institut national de la statistique, la région de Niamey a enregistré un nombre important d'accidents de circulation routière ces dernières années. En effet, entre 2015 à ce jour, les sapeurs-pompiers ont recensé de nombreux cas d'accidents avec des conséquences souvent dramatiques en termes de décès et de blessés. 5124 cas d'accidents de la circulation routière enregistrés à Niamey, des dizaines de décès et de centaines de blessés chaque année. Les causes de ces accidents sont multiples, notamment la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et l'état de la route. Les autorités locales travaillent à améliorer la sécurité routière, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour réduire le nombre d'accidents et sauver des vies. Pour améliorer la sécurité routière, il est important de souligner ces 3 points: l'amélioration de l'état des routes, la sensibilisation des conducteurs et des piétons et le renforcement des contrôles de la police. Il est essentiel de respecter le code de la route et de prendre les précautions pour éviter des accidents, parce que tout simplement, l'affaire routière est l'affaire de tous. Suite de cette édition, parlons à présent de la météorologie. Un moment de poussière et de vent est observé sur toute l'étendue du territoire national. Suivez cet élément de Hamartini Jamila qui s'est rendu ce 9 janvier 2026 au niveau de la Direction nationale de la météorologie. Suivez plutôt. Le temps qu'il fait est insolite. La nuit dégage la fraîcheur et le jour s'élève chaud. En temps normal, moment comme celui-ci, il faisait jadis tous les temps froids, de la matinée tout comme de la soirée.
Mais force est de constater que les temps se mélangent en un seul moment dû au changement climatique. Toutes ces raisons nous ont poussé à faire un tour ce 9 janvier 2026 à la Direction nationale de la météorologie. Ce matin, sur l'ensemble du pays, c'est un renforcement des vents en surface qui est accompagné de soulèvements de poussière, comme on peut le voir ici sur l'imagerie satellitaire qui est observée. Aussi, sur la partie nord du pays, c'est-à-dire le nord de la région de Tillabéri, nord Tawa et le nord Agadez, c'est une couverture nuageuse qui est observée. Donc, ce renforcement de vent qui est accompagné de soulèvements de poussière et aussi accompagné d'une baisse des températures, comme on peut le ressentir depuis ce matin. Donc, en termes de prévision, pour les prochaines 72 heures, ça sera tout ce renforcement de vent accompagné de soulèvements de poussière qui va persister sur l'ensemble du pays. Néanmoins, le dimanche, on va commencer à observer une amélioration de ces visibilités. Donc, en termes de température minimale, pour les 3 prochains jours, les températures vont continuer à baisser légèrement sur l'ensemble du pays. Un avis et conseil, au vu de la situation, on dirait qu'il faut protéger les enfants. Il faut bien les couvrir, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires et surtout protéger les aliments aussi parce qu'avec la poussière en suspension, ça peut causer pas mal de maladies et faire attention au trafic routier. Il faut noter que la qualité de l'air restera mauvaise jusqu'au mois de mars 2026. Alors, prudence et protection sont conseillées à tout un chacun. Le Conseil des ministres sous la présidence du général d'armée Abdrahmane Tchiani a adopté le projet de loi du financement l'année 2026. Suivant ensemble cet élément de nos confrères de Africa 24. Le Conseil des ministres du Niger, sous la présidence du général Tchiani, a approuvé le projet de loi de financement pour 2026 lors de la réunion du 31 décembre 2025. Ce budget s'inscrit dans le cadre du programme de la refondation couvrant la période 2025-2029 et s'appuie sur la note de cadrage macroéconomique 2026-2028. L'adoption intervient dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, des incertitudes économiques et des conflits régionaux. Le plus grand défi du Niger maintenant, c'est un défi sécuritaire. Pour mettre en place son budget 2026, il faudrait que le pays soit sécurisé et en paix. Le projet de budget 2026 mise sur la dynamique du secteur agricole, soutenu par le programme d'appui à la campagne agricole et pastorale, ainsi que sur la poursuite de grands projets d'irrigation et d'énergie. Ces orientations visent à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir la croissance économique nationale dans un contexte de pression extérieure sur les économies africaines. Maintenant que ce pays a des ressources, de nouvelles ressources ou des ressources augmentées suite à la production pétrolière, aurifère et la reprise en main de l'uranium, il faudrait mettre l'accent sur l'agriculture parce qu'avec l'agriculture, c'est l'économie des devises et c'est l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi pas, si l'agriculture parvenait à s'autosuffire et à exporter. La croissance économique reposera principalement sur plusieurs secteurs clés, l'augmentation de la production et l'exportation de pétrole brut, le lancement de la production d'uranium par la Somida dès 2026 et une progression moyenne de 5,2% de la production aurifère sur 2026-2028. Le budget prévoit aussi le développement de zones économiques spéciales agro-industrielles à Niamey et Maradi et des mesures de soutien à la production nationale et aux populations. Dans le cadre de la modernisation du réseau national, le gouvernement malien a approuvé un financement d'un montant de plus de 36 milliards de francs CFA pour la construction d'une ligne électrique. Retrouvons une fois de plus Africa 24. Le gouvernement malien a approuvé un financement de 36 milliards de francs CFA pour la construction d'une ligne électrique stratégique autour de Bamako, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau national. Il permettra la réalisation du projet nommé Boucle Nord 225 kV, dont l'objectif principal est de renforcer la transmission et la distribution d'électricité autour de la capitale malienne.
Ce financement va avoir un impact, mais un impact qui va être indirect. Certes indirect, mais quand même important sur la demande d'électricité au Mali. Il ne va pas créer de nouvelles capacités de production, on a bien compris, c'est l'acheminement d'électricité qu'il va traiter, mais il va sécuriser, il va fluidifier donc cet acheminement d'électricité existante vers Bamako. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, la nouvelle ligne électrique ne créera pas de production d'énergie supplémentaire, mais servira à stabiliser l'approvisionnement, réduire les pertes techniques et améliorer la fiabilité du réseau pour les ménages et les entreprises. La Société nationale énergie du Mali sera chargée de la mise en œuvre des travaux qui comprendront la construction de nouvelles lignes haute tension, l'extension et la création de postes sources. Mais attention, dans un pays qui fait déjà face à un déficit énergétique très important, structurel, cet investissement peut quand même être un petit peu paradoxal. On améliore le transport sans augmenter suffisamment la production d'électricité. Le projet s'inscrit également dans une stratégie régionale visant à optimiser les interconnexions électriques avec les pays voisins, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Mali dans le réseau électrique ouest-africain. Il devrait réduire les coupures fréquentes, sécuriser l'acheminement de l'électricité et favoriser le développement économique autour de Bamako. Partie magazine de cette édition porte sur le mur de Berlin en symbole de division et de la liberté. Ce mur a été érigé en août 1961 pour séparer la ville de Berlin en deux sous le contrôle de la République démocratique allemande. Le 9 novembre 1989, ce mur était tombé, ce qui marque plutôt la fin de la guerre froide, et c'est donc le début d'une nouvelle ère de liberté. Très bonne réception sur votre télé de proximité Tambra. Au revoir. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. C'est une des conséquences de l'effritement de l'URSS, mais c'est aussi en partie la faute de cet homme, Günther Schabowski. Vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant c'est sa déclaration maladroite en direct à la télévision qui a poussé les Berlinois à détruire le mur cette nuit-là, mettant fin à plusieurs décennies de division de la capitale allemande. Mr. Gorbachev, open this gate. Aujourd'hui, à Berlin, le mur a quasiment disparu. Il reste quelques vestiges, mais à part ça, son tracé est signalé au sol. Du coup, c'est un peu compliqué d'imaginer à quoi ressemblait la vie quand Berlin était coupé en deux, avec d'un côté, ici, Berlin-Ouest, et juste ici, de l'autre côté, Berlin-Est. Alors pour comprendre à quel point la coupure du mur était importante, il nous faut un peu de contexte. Remontons à 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les vainqueurs se partagent l'occupation du territoire allemand. L'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France administrent chacun une zone. Bref, l'Allemagne est coupée en 4. Le tout dans un contexte qui tourne rapidement à l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est la guerre froide. On appelle la guerre froide parce qu'elle n'est jamais devenue chaude, c'est-à-dire ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'affrontement militaire direct entre les États-Unis et l'URSS. Tout se fige parce que chacun possédant l'arme nucléaire et des arsenaux de plus en plus grands, une crise pourrait dégénérer en affrontement massif. Donc cela fige un certain nombre de dossiers, comme le problème allemand. Il y a donc un problème allemand, mais aussi un problème berlinois. Tout comme l'Allemagne, Berlin est coupée en 4. Et en plus, elle se situe au beau milieu de la zone soviétique. Ce qui embête beaucoup ce monsieur, Joseph Staline. Pour forcer les Occidentaux à partir, le chef de l'URSS coupe les routes et les voies de chemin de fer qui mènent à Berlin-Ouest. Immédiatement, les forces de l'Ouest contournent le blocus en mettant en place un pont aérien. Un an plus tard, l'URSS arrête son blocus, faute de résultats. Dans la foulée, les Occidentaux unissent leur territoire pour constituer la République fédérale d'Allemagne. Dans le même temps, du côté soviétique, se forme la République démocratique allemande. Deux États allemands se font alors face. Ils deviennent tous deux souverains en 1955.
Mais la situation de Berlin est différente. La ville reste un territoire occupé, avec une zone sous contrôle soviétique et l'autre sous contrôle occidental. Ce qui continue d'embêter un autre monsieur, Nikita Khrouchtchev. En 1958, le nouveau leader de l'URSS lance un ultimatum aux Occidentaux. Il leur laisse 6 mois pour retirer leurs troupes de Berlin-Ouest et il veut signer un traité de paix qui règle définitivement la question allemande. Les Occidentaux, qui veulent garder leur ancrage à Berlin-Ouest, refusent de bouger. Finalement, les 6 mois passent, puis 1 an, 2 ans, et personne ne retire ses troupes. Rien ne bouge, jusqu'au jour où... dass wir die Bauarbeiter der Hauptstädter DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Voici Walter Ulbricht. C'est le dirigeant de la RDA en 1961, et c'est surtout un menteur. En réalité, ça fait des années qu'il milite auprès de Khrouchtchev pour construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Car il est confronté à un problème assez grave, la fuite de sa population. On n'a pas des chiffres exacts, mais on estime qu'il y a entre 3 millions et 3,5 millions d'Allemands de l'Est qui ont quitté la République démocratique allemande entre sa fondation et la chute du mur. Alors déjà, perdre 3 millions de personnes quand son pays en compte 17 millions, ça pose un problème. Mais en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel type de population. On peut parler d'une élite sur laquelle base aussi le fonctionnement de l'État. Et donc cette perte d'une élite, donc d'une élite jeune notamment, était un grand problème pour le fonctionnement de la RDA elle-même. Pour éviter cette fuite, toutes les frontières de la RDA sont déjà fermées. Toutes, sauf celles qui traversent Berlin. Construire un mur s'impose donc comme la meilleure solution, tant pour Ulrich que pour Khrouchtchev, qui ne veut pas perdre la face après son ultimatum raté. Le 13 août 1961, l'ordre est donné, Berlin-Ouest est coupé du monde. Du jour au lendemain, les familles sont séparées. De nombreux Est-Allemands ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail et même les enfants doivent changer d'école. Bref, c'est un énorme choc pour les 3 millions de Berlinois. Et pourtant, les troupes occidentales présentes sur place ne bougent pas. Le mur de Berlin n'est pas construit sur la ligne exacte de la frontière. En fait, il est construit légèrement en retrait. Donc il est construit en zone soviétique. Il est hors de question de passer la frontière pour aller le détruire. Ça serait une invasion, ça serait une attaque. D'autant que, finalement, le mur arrange aussi les affaires des Occidentaux. Du point de vue des relations internationales, la construction du mur de Berlin en soi est un scandale, mais aussi horrible que ce soit à dire, le mur de Berlin, en fait, permet de clore la crise ouverte par l'ultimatum, puisque tacitement, ça reconnaît que les Occidentaux sont légitimes à Berlin-Ouest. Si le mur résout pas mal de problèmes, il provoque aussi une autre montée de tension entre l'URSS et les États-Unis, ici, à Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, c'est l'un des points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il est évidemment gardé, et pour le traverser, il faut présenter ses papiers et une autorisation. Cette règle est vraie pour tous, sauf pour les diplomates des puissances occupantes. Tant que leur statut et leur nationalité étaient clairement visibles, sur une plaque d'immatriculation par exemple, ils pouvaient circuler librement. Or, au cours du mois d'octobre 1961, des soldats est-allemands tentent à plusieurs reprises de contrôler les papiers de diplomates américains. Ceux-ci refusent et ne peuvent donc plus traverser la frontière. Pour forcer ce blocage, les Américains font escorter leurs diplomates de plusieurs tanks. Et en réponse, les Soviétiques positionnent eux aussi une trentaine de chars d'assaut de leur côté de la frontière. Le 27 octobre 1961, des chars soviétiques et américains se font donc face pendant 16 heures. Finalement, URSS et États-Unis parviennent à communiquer pour apaiser la crise. Car, au fond, aucun des deux ne veut d'une guerre ouverte.
Les altercations, les petits incidents qui se passent, en particulier à Checkpoint Charlie, sont assez emblématiques de la guerre froide, à savoir les agissements d'un ou deux, ou les erreurs d'un ou deux individus qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent coincés en panne d'essence ou à faire de la provocation, se retrouvent, par ce jeu mécanique d'échelle, à devenir en fait un risque mondial. Bon, tout ça, c'est de la diplomatie. Mais on peut aussi se demander quelles étaient les conséquences réelles sur la vie des Berlinois. Eh bien, quand Berlin était coupé en deux, le mur ressemblait vraiment à une enceinte de prison. À ceci près qu'à partir de 1975, avec la construction de la dernière génération du mur, il ne s'agit plus d'un mur, mais de deux murs. Pour passer de la RDA à la RFA, il fallait d'abord franchir ce premier mur, traverser le No Man's Land et enfin passer ce second mur. Tout ça sous le regard des gardes qui avaient ordre de tirer à vue du haut des miradors. Bref, quasiment mission impossible. Et malgré ça, dès le premier jour, des habitants de Berlin-Est ont tenté de traverser au péril de leur vie. Absolument tous les moyens étaient bons pour passer à l'ouest. Se cacher dans des voitures, dans des trains, creuser des tunnels, y aller à la nage, survoler en ULM ou même en montgolfière. Si certaines de ces évasions spectaculaires ont réussi, bon nombre de personnes sont mortes en tentant de traverser le mur. Et bon nombre d'autres encore ont été emprisonnées par la Stasi, la police politique du régime. Alors, qu'est-ce qui pouvait pousser les habitants de la RDA à prendre autant de risques pour fuir ? Eh bien, d'abord, comme tous les habitants du bloc communiste, les habitants de la RDA étaient étroitement surveillés. Et la vie de ceux qui étaient considérés comme hostiles au régime était compliquée. On pouvait leur interdire de poursuivre leurs études et leur attribuer un travail d'office. Il faut ajouter à ça qu'il n'y avait pas réellement d'élections libres en RDA. Par contre, il y avait un décalage économique très important avec la RFA. D'un côté, vous avez la République fédérale d'Allemagne, qui est le pays qui se reconstruit le plus facilement et le plus rapidement dans toute l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, suite au soutien américain. Et vous avez de l'autre côté, donc une Allemagne de l'Est qui donc peine à tenir le rythme. C'est une question à la fois de décalage réel, mais aussi une question de perception. Renforcée aussi par une certaine propagande américaine. Bref, plus le temps passe et plus l'économie du bloc de l'Est se porte mal, au point qu'au milieu des années 80, Mikhaïl Gorbatchev décide de réformer la politique de l'URSS. Avec la désidéologisation qu'apporte Gorbatchev, va aussi l'idée que les pays d'Europe de l'Est sont invités à rester dans le système qu'on a construit ensemble, à continuer à partager les valeurs qu'on a autour du communisme et différentes valeurs associées. Mais ça ne veut pas dire que l'URSS, en cas de crise interne, interviendra par les armes pour maintenir le communisme au pouvoir. Et ça libère beaucoup de forces d'opposition ou de paroles sur la possibilité de transformer les États d'Europe de l'Est. Et les conséquences de ce changement de politique sont radicales. En septembre 1989, la Hongrie est le premier pays du bloc communiste à ouvrir ses frontières. Quelques mois plus tard, la Tchécoslovaquie fait de même. Le rideau de fer se fissure. Des Allemands de l'Est fuient en masse par ces deux pays. Et au même moment, des manifestations qui regroupent des millions d'Allemands s'organisent en RDA. Devant l'ampleur de la contestation, les démissions s'enchaînent en RDA. Le 8 novembre 1989, c'est le Conseil des ministres, et dès le lendemain, le bureau politique du Parti communiste. Bref, le système politique de la RDA vacille. Et c'est à ce moment-là que le monsieur dont on parlait en début de vidéo intervient. Pour calmer les manifestants, Günter Schabowski doit annoncer l'ouverture des frontières de la RDA. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht,
über Grenzübergangspunkte der DDR. Cette annonce est déjà historique. Pour la première fois, les Allemands de l'Est ont le droit de quitter leur pays librement. Mais là où Schabowski va réellement commettre une gaffe, c'est en répondant à cette question. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Le problème, c'est que mis à part quelques membres du gouvernement, personne n'est au courant de cette réforme. Et surtout pas les gardiens du mur. Il n'empêche que les Berlinois, informés par la télévision, prennent Schabowski au mot et se ruent au point de passage. Les soldats résistent un temps, mais en l'absence d'ordre, les barrières finissent par s'ouvrir. Le mur de Berlin est tombé. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.